Bref, je me suis reprise en main. Hier soir, j'ai redécouvert les joies de TikTok. Oh mais c'est trop bien. 6 heures plus tard, je suis allée dormir. À 10h30, mon réveil sonne. À 11h, je sors enfin de mon lit. Je me suis dit que ça allait pas. Non mais ça va pas Eva, là tu fais nimble. J'ai donc décidé de me reprendre en main. J'ai commencé par aller faire des courses, parce qu'en plus d'avoir dormi 6 heures et d'être fatiguée, j'avais faim et rien à manger. Pour se reprendre en main, ce qui est le plus important, c'est les 3 piliers. En développement personnel, on parle souvent de yoga, de méditation, de choses trop cool, mais le triangle des 3 piliers, c'est vraiment les choses les plus importantes à balancer dans sa vie pour se sentir bien. Alimentation et hydratation, sommeil et exercice. Note à part, j'en ai parlé à ma coloc de ce truc des 3 piliers et elle m'a dit que elle, son 4e pilier, c'était sûrement l'eau gazeuse et que un de nos potes, son 4e pilier, c'était sûrement la bière. Si vous êtes dans un mood où ça va pas trop, que vous êtes pas productif, que vous avez envie de rien faire toute la journée et que ça dure comme ça depuis quelques jours, il faut se focaliser sur ces 3 piliers. Par rapport à l'alimentation, j'ai une recette trop bien, hyper réconfortante, hyper simple, que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est une sorte de pizza nan. J'ai regardé sur internet, je savais même pas d'où le pain nan provenait, et j'ai l'impression qu'internet c'est pas trop non plus. Les origines sont un peu floues, c'est ancienne Égypte, Asie du Sud, Indo-Pakistan, en tout cas les pizzas on est sûr, c'est l'Italie. Et donc on va mixer les deux pour faire une pizza au nan bread. En fait ce que je trouve génial avec cette recette, c'est que souvent quand on a envie de se reprendre en main dans le style back on track, on a envie de se faire un smoothie vert, de manger plein de légumes et tout, mais je sais pas, moi j'avais pas trop envie de ça aujourd'hui et j'avais l'impression que la transition elle allait être beaucoup trop violente entre guillemets entre mon mood de je suis dans mon lit, j'ai scrollé sur mon tel et du coup je m'en veux, etc. On va parler de la culpabilité après, et je veux être la meilleure version de moi-même et donc je veux manger que des légumes, nanana. En soi cette recette je trouve que c'est le bon équilibre parce que c'est un truc hyper réconfortant, c'est un peu une pizza quand même, mais vu que tu l'as fait toi-même c'est relativement sain, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Moi j'ai mis des oignons, des champignons, du fromage, du basilic et c'était hyper bon. Et les ingrédients en tant que tels, bon bien sûr ce serait mieux de faire son pain soi-même, faire la sauce tomate soi-même, mais en soi c'est pas trop industriel. Moi c'est ça que je considère sain, c'est les aliments qui sont pas trop transformés industriellement ou voire pas du tout. Donc je trouvais que c'était un bon repas à faire aujourd'hui pour me reprendre en main. Et surtout c'est super simple et rapide. Le plus long dans tout ça c'est de faire chauffer les oignons à la poêle un peu avant de les mettre sur la pizza pour qu'ils soient déjà cuits. Donc ça prend 5-10 minutes. Ensuite tu tartines tes nan bread de sauce tomate, tu rajoutes de la mozzarella, des champignons, des oignons, ce que tu veux mettre dessus, et tu mets au four pendant 10 minutes. Donc ça demande pas non plus un effort de dingue à préparer, genre c'est pas des légumes que tu coupes pendant 1000 ans, ensuite que tu dois faire cuire en différents temps, avec différentes casseroles, après t'as plein de vaisselle. J'aime beaucoup cette recette et je voulais vous la partager parce que je trouve qu'elle est pépite. Trop pratique, super simple, super bonne, super réconfortante. Bon, sûrement qu'il y aurait plein d'autres recettes qui seraient mieux nutritionnellement, mais moi je considère ça plutôt sain. Maintenant par rapport au sommeil, ça c'est un truc où j'ai tendance à beaucoup culpabiliser quand justement je traîne trop longtemps sur mon téléphone parce que je me dis que c'est du temps que je passe ni à dormir et donc à répondre à mes besoins physiologiques qui font que voilà, en général on a besoin de à peu près 8 heures de sommeil par nuit. En scrollant sur mon tel jusqu'à 4 heures du mat, je me respecte pas entre guillemets. Genre je fais pas du bien à mon corps. Mon corps il est toujours gentil avec moi, il me porte en bonne santé, il me permet de rire, il me permet de danser, il me permet de passer des moments avec les gens que j'aime, il me permet de marcher, de manger des trucs trop bons, et je lui fais pas du bien quand je respecte pas ses besoins. J'essaie un peu de voir mon corps comme une autre personne de qui je dois prendre soin. Comme si mon corps c'était ma meilleure amie et que je devais prendre soin d'elle pour que voilà, elle reste en bonne santé parce qu'elle fait déjà tellement de choses pour moi que je suis obligée de lui rendre. C'est un peu la moindre des choses. Au lieu de scroller comme ça, je pourrais soit répondre aux besoins physiologiques de mon corps, soit passer du temps avec les gens que j'aime. Et donc je sais que pour moi, il y a beaucoup ce truc de culpabilité où je me dis que j'ai pas assez profité de ma vie du coup pendant ce moment-là, que j'ai de la chance d'avoir des personnes exceptionnelles dans ma vie et que c'est tellement dommage de passer du temps à scroller sur mon tel plutôt qu'être avec elle. Le problème, c'est que cette culpabilité-là, que je ressens quand je fais ça, je pense qu'elle entraîne encore plus ce cercle vicieux. Parce que quand on traîne sur notre portable et qu'on a envie de rien faire, que en gros c'est un peu le seul truc qu'on se sent capable de faire entre guillemets à ce moment-là, c'est parce qu'on se sent pas bien. C'est parce qu'on n'est pas au top de notre forme. Mais en culpabilisant parce qu'on fait ça, du coup on se sent encore moins bien parce qu'on se sent nul et parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait bien, etc. Et donc on a encore plus envie de retourner vers ce truc, cette activité là dans laquelle voilà, tu scrolles et t'es passif, ça te fait du bien pendant quelques minutes ou quelques heures et après ça te fait du mal. C'est un peu un cercle vicieux. C'est pour ça que cette notion de culpabilité elle est grave importante je pense à aborder. Et par rapport à l'exercice, je pense que pour se reprendre
reprendre en main. Il n'y a pas forcément besoin de se remettre à faire du sport ou d'aller à la gym, enfin d'aller à la salle ou quoi. Il y a juste besoin de sortir de chez soi, ou en tout cas de faire le mouvement qui va te faire sortir de ton canapé. Une fois que tu as fait ce mouvement qui t'a fait sortir de ton canapé, déjà c'est beaucoup plus facile d'enclencher ce processus de ok, vas-y, on se bouge, on va faire des trucs bien et cool aujourd'hui et on va passer une bonne journée. Et je trouve que ce phénomène est encore plus puissant quand tu arrives à sortir de chez toi. Quand tu arrives à sortir de chez toi, aller faire des courses ou aller te balader, peu importe. Quand tu reviens, tu as beaucoup plus envie de faire les choses que tu avais absolument pas envie de faire au début, genre lancer une machine, faire à manger, faire ton travail, peu importe. Quand je reviens, je suis plus dans la même bulle de je scrolle sur mon tel et je fais rien. C'est un peu comme si juste en me levant, j'avais changé mon mindset un peu. Et donc c'est à ce moment-là que c'est plus simple de se mettre à faire autre chose. Je sais pas si ça fait sens ou si c'est juste chelou. Maintenant qu'on a les 3 piliers, d'autres choses qui me font plaisir, que j'ai envie de remettre en place, mais que je prends pas le temps de faire. Premier sur cette liste, c'est ce livre. Vous voyez combien il m'en reste? Je dirais approximativement une dizaine de pages. J'étais trop contente parce que j'ai fait un petit challenge sur Instagram. J'ai fait une liste de 4 ou 5 challenges, je crois, et je vous ai demandé en story. En gros, vous décidez quel challenge je vais devoir suivre cette semaine. Et vous avez décidé 30 minutes de lecture par jour. Et donc, je me suis fixée pendant une semaine de suivre le challenge que vous aviez choisi pour moi. Et en une semaine, j'ai lu quasiment tout ce livre. Et même parfois, je dépassais les 1 demi-heure parce que ça me plaisait, et j'étais bien et j'avais envie de continuer. Ou même à certains moments, j'avais déjà lu le matin, mais je relisais le soir parce que j'avais envie, ou je lisais dans la voiture. J'avais beaucoup plus le réflexe d'avoir mon livre à la main. Enfin, pas à la main, mais dans mon sac, toujours avec moi. Et beaucoup plus le réflexe de prendre mon livre quand j'attends ou quand je fais rien, plutôt que de prendre mon téléphone. Ça, vraiment, j'en étais hyper reconnaissante, j'étais trop contente d'avoir pris ce réflexe. Le problème est que quand j'ai arrêté ce challenge, mes anciens réflexes sont très vite revenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il me reste à peu près 10 pages à lire de ce livre et je ne l'ai toujours pas fini. 2 semaines après que mon challenge se soit fini, donc ça fait 2 semaines que j'ai 10 pages à lire pour terminer mon livre. Surtout qu'en général, terminer un truc, c'est quand même un sentiment super agréable, genre un sentiment d'accomplissement. C'est comme check un truc sur ta to-do list. Et je me disais pourquoi, alors je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fini ce livre? Et je me suis dit, peut-être que, en fait, c'est plus rassurant de pas finir les choses. Je sais qu'il y a plein de livres que j'ai pas fini dans ma vie. En ne finissant pas les choses, peut-être qu'on se dit qu'en fait ça peut continuer et ce moment cool, il peut continuer de vivre, d'exister. Est-ce que ce serait pas une manière de rester dans notre confort et de se rassurer soi-même? Je sais pas, peut-être pas, je sais pas ce que c'est la psychologie derrière ça. Mais je me suis dit que c'était quand même bizarre que j'ai pas eu envie avant de finir ce livre. Genre vraiment, ça prendrait 15 minutes ou 20 minutes. En plus, j'ai trop envie de vous en faire une vidéo, il est génial. Donc j'ai de la motivation, tu vois. C'est pas comme si tu commences un livre et en fait il te plaît pas, donc tu l'arrêtes. Et il y a plein de choses comme ça qu'on commence et qu'on finit pas. Plein de petits projets. Ça peut être, je sais pas, des dessins, tu vois. T'as commencé à faire une peinture et elle est dans ton tiroir à moitié finie depuis l'an 1000. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on finit pas les tâches qu'on commence? Un autre truc que je veux faire, c'est faire mon lit. On est d'accord qu'il y a rien de mieux que de sortir de sa douche, d'être tout propre, de rentrer dans des draps propres et là, tu passes la meilleure nuit de ta life. Et il n'y a rien de mieux pour se reprendre en main et recommencer d'un bon pied. Aujourd'hui, on est le 30 avril, demain, on est le 1er mai, donc c'était le moment parfait pour faire cette vidéo back on track. C'est hyper satisfaisant déjà quand le 1er du mois, c'est un lundi, et en plus, ça tombe trop bien parce que je sors mes vidéos le dimanche, donc le jour juste avant, c'est parfait, il n'y a aucune excuse. Un autre truc que je veux commencer à faire, c'est de plus poster des TikTok et des Reels et des YouTube Shorts pour mettre en avant cette chaîne YouTube. Je suis très contente des vidéos YouTube que je fais chaque semaine, chaque dimanche, mais ça stagne un peu. En fait, c'est assez bizarre l'algorithme, on sait pas trop comment il marche. Des fois, ta vidéo elle marche très bien, des fois bof, pendant une période ça stagne, après ça remonte. C'est un peu random. Enfin, c'est sûrement pas random, il y a sûrement plein d'explications. Le titre, la miniature, le temps que les personnes regardent de ta vidéo, est-ce qu'ils s'abonnent ou pas à la fin, est-ce qu'ils commentent ou pas. J'en connais sûrement certains, mais je peux pas tous les contrôler non plus. Et le moment où ma chaîne avait vraiment fait un bond, c'est quand j'avais fait plus de TikTok, dont un en particulier qui avait fait plus d'1 million de vues et qui parlait de ma vidéo 80-20. En gros, sur ce TikTok, je disais, je sais plus quoi, sur ma vidéo 80-20 sur YouTube. Donc ça amenait les gens de ma vidéo TikTok à ma vidéo YouTube. Ce qui fait que ma vidéo YouTube a aussi fait genre 230 000 vues. C'est grâce à TikTok, qui est, vous le savez, un réseau que j'aime plus ou moins, que j'ai réussi à faire connaître un peu plus ma chaîne YouTube. Et je trouve que c'est un peu un dilemme d'éthique. Parce que les créateurs de contenu, en postant des vidéos sur TikTok, des Reels sur Instagram, c'est un peu le même principe, ou des YouTube Shorts, ces vidéos participent à l'addiction des jeunes au téléphone et aux réseaux sociaux. J'en ai déjà fait des vidéos, on sait très bien comment ça marche, ces plateformes sont designées pour qu'on y passe énormément de temps, pour que nos datas soient collectées et que ces données soient revendues et faire des sous. Notre temps, en gros, a de la valeur. Plus on passe de temps sur ces applis-là,
plus ces plateformes se font de l'argent. Le but, c'est qu'on y passe beaucoup de temps et donc l'addiction rentre en jeu. Tout ça, vous connaissez déjà, ça sert à rien qu'on en parle plus. Mais en postant sur TikTok, je participe à cette addiction. On sait très bien que ce qui marche et ce qui retient l'attention, c'est les vidéos courtes. Dans une vidéo courte de 10 secondes, tu peux pas mettre énormément d'informations. Et la personne qui va regarder des vidéos courtes, moi, après avoir regardé des heures et des heures de Reels ou de TikTok, j'ai pas appris grand-chose, tu vois. Je me souviens pas de « Oh, telle information, ça m'a marqué, ça m'a fait réfléchir sur tel sujet, ça a ouvert mes horizons, ça m'a motivé, peu importe. » En général, non. Tu te sens juste un peu nul par rapport à ta vie parce que t'as passé des heures là-dessus et voilà. Sauf que quand t'es créateur de contenu et que tu veux que tes vidéos marchent, il faut que tu respectes les critères de l'algorithme qui les mettent en avant. Donc, le fait de faire des vidéos courtes, par exemple, de 10 secondes. Et en général, si tu fais des vidéos plus longues, en tout cas sur ces plateformes-là, ta vidéo va moins être mise en avant. Donc, en postant ce genre de contenu, est-ce que tu participes pas à l'addiction de plein de personnes? Mais d'un autre côté, je pense et j'espère que cette chaîne YouTube-là, elle a un impact positif pour le coup sur la vie des personnes qui me regardent. En tout cas, je pense qu'elle a beaucoup plus un impact positif que mon Instagram ou mon TikTok par exemple. Mais mon Instagram et mon TikTok m'ont dans le passé aidé à faire grandir cette chaîne YouTube et donc à ramener plus de personnes ici et que potentiellement ce soit utile pour eux, pour vous. Pour toi. Vous voyez le dilemme un peu éthique? Le problème aussi, c'est qu'il y a une vraie culpabilisation de la personne en tant qu'utilisateur et pas du réseau en tant que comment il a été designé pour le rendre addictif. Si t'es addict à ton téléphone, en gros, c'est un peu ta faute. Bah, t'as qu'à le laisser et pas le regarder. Et d'un côté, c'est un peu vrai. Mais d'un autre côté, on subit un algorithme qui a été créé par des centaines de personnes qui travaillent dans la psychologie pour nous rendre addicts. Bien sûr qu'on n'est pas plus fort que ça. On est des humains et on a nos failles. Vous voyez un réseau comme Pinterest, par exemple. Moi, personnellement, peut-être ça se trouve c'est le cas pour d'autres personnes, hein. Mais moi, personnellement, j'y ai jamais passé plusieurs heures comme ça en scrollant et en n'étant pas inspirée et en me sentant mal. Parce que je pense que leur algorithme est fait différemment. Pour moi, Pinterest, c'est vraiment des photos hyper inspirantes, de l'art, de la mode, de la céramique, peu importe ce que vous avez sur votre page, mais c'est beaucoup plus inspirant et beaucoup moins addictif surtout. Donc c'est bien qu'il y a des choses qu'on peut faire pour rendre l'algorithme moins addictif. Bref, je me suis un peu perdue sur cette discussion-là, mais c'était aussi pour dire que j'ai décidé, je pense, de me remettre à faire des TikTok un peu plus souvent, malgré les aspects négatifs que cette plateforme a. Et c'était aussi relié au fait que hier soir, j'ai passé du temps sur TikTok et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo reprise en main. Ça me fait aussi penser à un autre truc d'ailleurs que je m'étais dit quand j'avais vu un TikTok ou je sais pas quoi, genre une vidéo ou une story d'une meuf qui disait, une créatrice de contenu, qui disait « Mon objectif pour ce mois-ci, c'est de créer plus de contenu et de moins en consommer. » Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ok, enfin, tant mieux, tu vois, c'est cool. Mais si toi, tu fais ça, ça veut forcément dire qu'il y a des personnes qui vont plus en consommer de ton contenu et moins en créer. Ou pas forcément créer du contenu, mais je sais pas, créer un dessin, créer, je sais pas, de l'écriture, peu importe. On parle souvent de ce truc de créer ou consommer. En gros, dans la vie, soit tu consommes, soit tu crées. C'est un peu un truc très binaire qui est pas forcément vrai, mais c'est juste que ça donne l'idée que souvent, soit t'es en train de créer, ça, je suppose que ça inclut genre aller marcher, tu vois, faire des trucs inspirants pour toi, soit t'es en train de consommer. Évidemment, c'est pas juste, il y a un qui est très bien et un qui est très mal. Il y a des manières de consommer du contenu qui sont hyper inspirantes. Et j'espère, sur YouTube en tout cas, enfin sur cette chaîne, pouvoir transmettre quelque chose à travers mes vidéos, que ce soit une consommation entre guillemets mais utile et qui apporte. Enfin d'ailleurs il y a plein de personnes sur YouTube que je regarde qui m'apportent. Donc tout ça pour dire que c'est pas bien et mal. Mais ce que je m'étais dit quand j'avais lu cette phrase de cette meuf qui disait créer plus de contenu et en consommer moins, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu égoïste en fait de se dire ça? Parce que ça veut dire que ça t'embête de consommer autant de contenu si tu formules ta phrase comme ça. Mais ça t'embête pas de créer plus de contenu pour que d'autres personnes le consomment à ta place. Vous voyez un peu la nuance? Et d'un côté, aujourd'hui, c'est un peu ce que moi je me dis aussi. Genre là, j'ai passé trop de temps sur TikTok, donc j'aimerais consommer moins, et j'ai envie de créer plus de TikTok pour promouvoir cette chaîne YouTube-là. Donc, la pensée que j'ai, c'est un peu comme ce que cette meuf avait écrit au final. Mais peut-être que c'est bien aussi, hein. Peut-être qu'il faut juste essayer de chercher une utilisation plus saine, tout en cherchant pour les créateurs de contenu une création plus aboutie, inspirante, et pas juste créer du contenu pour créer du contenu et pour divertir, etc. Mais qui est, je sais pas, un aspect un peu plus, j'allais dire philosophique, des nouvelles pistes de réflexion. Ça se trouve, je pense juste beaucoup trop le truc, et en fait, c'est très bien aussi d'avoir du divertissement et des trucs que tu regardes et tu te prends pas la tête. C'est vrai que des fois, en plus, t'as envie de ça. Je sais que des fois, quand j'ai bossé sur mon rapport, ou que j'ai donné des cours d'anglais, ou que j'ai fait des trucs qui m'ont demandé un effort intellectuel,
intellectuelle, j'ai juste envie de regarder une vidéo qui va me faire rigoler et à laquelle je vais plus penser 20 minutes après. En tout cas, je trouve que c'est quand même important de se poser ces questions et de réfléchir à ces sujets-là. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Demain, on sera le 1er mai et je vais faire ma liste d'objectifs du mois que je posterai sur Instagram. Je l'ai pas fait le mois dernier, mais là, on recommence parce que j'aime bien ce truc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura motivé pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau mois. Et je vous dis à dimanche prochain, 10h sur YouTube et tous les jours sur Insta et peut-être TikTok du coup. Ciao!